Bonsoir à tous. Alors que nous avons le regard braqué sur la Suisse, qui vit une situation sanitaire inédite du fait de l'épidémie de coronavirus, on a un peu oublié comment tout cela a commencé et surtout pourquoi, une fois encore, c'est de Chine que nous arrive ce nouveau fléau. Le reportage que nous vous présentons ce soir a été tourné dans les tout premiers jours de l'épidémie dans la mégapole de Wuhan, près de 12 millions d'habitants. Vous allez voir comment le régime autoritaire chinois a d'abord réduit au silence les premiers lanceurs d'alerte, dont un jeune docteur qui est finalement décédé du Covid, la maladie associée au virus. Nos confrères australiens, dont le pays est particulièrement exposé aux grandes épidémies venues d'Asie, sont les premiers à avoir investigué sur place, grâce en particulier à des vidéos prises par des activistes et citoyens chinois. Vous allez vous rendre compte de la situation apocalyptique vécue par cette ville martyre. Vous allez voir également avec quelle brutalité à l'égard de ses concitoyens le régime chinois a réagi. Les tout derniers chiffres officiels font état de 2981 morts en Chine pour plus de 80 000 infections. La répression, l'imposition brutale de la quarantaine, la mort tragique du jeune médecin lanceur d'alerte ont aussi provoqué la colère des Chinois et une amorce de révolte contre le régime au pouvoir qui pourrait, selon certains, le déstabiliser. Nous en parlerons à la sortie de ce reportage avec notre invité, le professeur Nicolas Zuffray, expert de la Chine. Regardez. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 6 février dans une ville fantôme. C'est sinistre ici, sinistre. Il y a des gens qui s'effondrent littéralement sur le trottoir. Je n'attends qu'une chose, c'est de partir d'ici. C'est affreux. 11 millions d'habitants sont confinés dans une ville. Alors voilà, je reste à la maison parce que quand je suis rentré de la province de Hubei, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, on nous a dit de rester en quarantaine pour éviter tout contact avec d'autres personnes pendant plusieurs semaines. Près de 3000 morts et des dizaines de milliers de personnes contaminées. La colère gronde en Chine au sujet de la façon dont cette crise est gérée. Les autorités locales de Wuhan ont dissimulé des informations. Les médecins de Wuhan qui en parlaient ont été expressément priés de se taire. Les scientifiques sont sur le pied de guerre pour développer un vaccin. Nous n'avons aucune idée de la façon dont cette épidémie va évoluer, ni du nombre de personnes qui finiront par être contaminées ou par mourir de cette maladie. Nous avons plongé aux origines du virus, là où tout a commencé. Je suis absolument pétrifié. En ce moment même, la police frappe à toutes les portes pour vous prendre la température. Et si vous avez de la fièvre, elle vous traîne dehors. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez pas le choix. Wuhan est une très belle ville, charmante et animée, située au centre de la Chine sur la rive du fleuve Yangtze. C'est une mégapole. C'est aussi la deuxième ville universitaire du pays. Des étudiants du monde entier viennent étudier à Wuhan. Wuhan est le cœur géographique et économique du pays. C'est une plaque tournante ferroviaire et aérienne. Alors s'il fallait choisir le pire endroit pour que le virus se déclare, ça serait celui-ci. Début décembre, un mystérieux virus frappe certains habitants de Wuhan. Les premières infections ont débuté début décembre à Wuhan. Je crois même que la première s'est déclarée le 1er décembre. À l'apparition d'une nouvelle maladie infectieuse, il faut l'enregistrer pour savoir si elle est nouvelle. Ça prend un certain temps. Ces malades souffraient d'une forme de pneumonie.
Les médecins locaux pensent que le virus provient du marché aux poissons et aux animaux de la ville. D'après les données génétiques que nous avons analysées, il semblerait que le virus provienne de chauves-souris. Mais souvent, il y a un animal qui joue le rôle d'hôte intermédiaire. Dans le cas qui nous occupe, on pense qu'il peut s'agir d'un mammifère, le pangolin, qui était peut-être présent sur les marchés. On ne pense pas que l'infection a pu se produire parce que des personnes infectées auraient consommé ces animaux par voie gastro-intestinale, mais plutôt parce qu'elles les auraient manipulés et auraient touché de la viande contaminée. On pense donc que quelque part dans ce marché, il y a dû y avoir une source animale contaminée qui est à l'origine de la première contamination humaine. À la fin décembre, les cas se sont multipliés. Les médecins de Wuhan commencent à échanger des informations sur un forum de discussion privée. Bien avant que quiconque ait eu connaissance du coronavirus, certains ont essayé de tirer la sonnette d'alarme. Un groupe de lanceurs d'alerte avait entendu parler de ce foyer infectieux et a commencé à en parler. Parmi eux, il y avait notamment un médecin, Li Wenliang, qui a signalé sur un groupe de discussion composé d'anciens camarades de classe que des patients se présentaient avec ce qu'ils pensaient être le virus du SRAS. Sept cas de SRAS ont été confirmés au marché aux poissons de Huanan. Le virus se transmet principalement par les gouttelettes pulvérisées à faible distance ou par contact avec les sécrétions respiratoires des patients. Il peut entraîner une forme de pneumonie évidemment contagieuse et susceptible de toucher plusieurs organes. On l'appelle aussi SRAS. Les patients sont placés à l'isolement au service des urgences de notre hôpital. Soyez tous prudents. C'est effrayant. Le SRAS serait-il de retour? Cette épidémie ravive le spectre du SRAS, un autre type de coronavirus qui a fait 774 victimes en 2002 et 2003. S'ils étaient si inquiets que ça puisse être le SRAS, c'est pour trois raisons. En premier lieu, le SRAS était extrêmement infectieux. Ensuite, son taux de mortalité était très élevé, 10%. Et enfin, de nombreux membres du personnel médical sont décédés du SRAS car il était très difficile d'en arrêter la transmission. Voilà ce qui les inquiétait tant. Le jour même où le Dr Li lance l'alerte, la commission médicale de Wuhan envoie une note de service urgente aux hôpitaux au sujet du traitement de cette pneumonie d'origine inconnue. Des patients atteints d'une pneumonie d'origine inconnue se rendent régulièrement dans des établissements médicaux de notre ville. Si vous avez des patients atteints d'une pneumonie inexpliquée, veuillez adapter rapidement vos ressources et les traiter sur place. La note de service les exhorte à ne pas parler de cette épidémie. Aucun service, aucun personnel ne peut divulguer des informations concernant le traitement sans autorisation. Je suis certain que les autorités locales ont fait part de la situation au gouvernement central. Les autorités locales n'étaient pas censées rendre des comptes au public à ce moment-là, mais au gouvernement central. Ils ont délibérément dissimulé la vérité au public, tout en s'efforçant de maîtriser l'épidémie au niveau interne. Ce paradoxe les a empêchés de mobiliser suffisamment d'effectifs pour enrayer la propagation de l'épidémie. Le Dr Li et ses collègues continuent à échanger des informations. Attention, notre groupe WeChat a été bloqué. Aux dernières nouvelles, l'infection à coronavirus est confirmée. Le virus est en passe d'être identifié. S'il vous plaît, gardez cette information pour vous et dites à vos familles et à vos proches de prendre des précautions. N'allez pas au marché aux poissons de Huanan ces prochains jours. Lorsque ces médecins, des anciens camarades de l'université de Wuhan, sauf erreur, se sont mis à échanger sur WeChat les informations dont ils disposaient au sujet d'un étrange nouveau virus, ils n'ont rien fait d'autre que ce qu'on peut attendre de professionnels. Collecter des informations et observer la situation. Mais bien sûr, c'est dangereux de faire ça en Chine. Rétrospectivement, il ne fait aucun doute que les autorités locales de Wuhan ont dissimulé des informations. Elles l'ont d'ailleurs reconnu. Les médecins de Wuhan qui en parlaient recevaient l'ordre explicite de se taire. Le Dr Li et ses collègues sont emmenés par la police de Wuhan pour interrogatoire. Après enquête et vérification par les services de sûreté publique, 8 contrevenants ont été convoqués et traités conformément à la loi.
La police enquêtera et appliquera la tolérance zéro à l'égard de toute personne se rendant coupable d'actes illicites consistant à échafauder et répandre des rumeurs et à perturber l'ordre public. Le Dr Lee a été mis au pas par l'hôpital qu'il employait. Il a même été arrêté par la police et sanctionné. Et on lui a ordonné de ne pas répandre de rumeurs. Voilà ce qui arrive quand on dit tout haut des choses que le Parti communiste n'apprécie pas. On répand des rumeurs. Même si quelqu'un essaye d'alerter le monde à propos d'un virus potentiellement dangereux, le premier réflexe est de le réduire au silence. En dépit du risque de représailles, des voix discordantes comme celle du docteur Wu Qiang continue de critiquer ouvertement la façon dont le gouvernement gère la crise. Le docteur avait déjà perdu son poste à l'université parce qu'il n'a pas respecté l'interdiction décrétée par le président Xi Jinping d'enseigner la démocratie. Ils ont dissimulé la vérité. En dépit des contrôles mis en place, les informations cachées au public ont provoqué la flambée de ce fléau et la propagation de la maladie. C'est le tournant de cette saga. On a perdu 2 semaines, peut-être 3, à un moment où le virus venait tout juste de se développer, à un moment où on aurait pu en suivre la trace, à un moment où on aurait peut-être pu l'étudier de façon plus approfondie. Mais on a raté le coche, parce qu'on s'est embourbé dans la politique relative à la diffusion d'informations et au contrôle de l'information en Chine. 4 semaines après les premières infections, la Chine notifie la flambée des cas à l'Organisation mondiale de la santé. La situation est sur le point d'empirer. Début janvier, des millions de Chinois s'apprêtent à se rendre à Wuhan ou à en sortir pour fêter le Nouvel An chinois. S'il fallait choisir le pire moment, le plus dangereux pour favoriser une flambée de ce virus ici, le pire moment pour qu'il se propage rapidement dans toute la Chine et même dans le monde entier, ce serait le Nouvel An chinois, pendant lequel des centaines de millions de personnes se déplacent aux 4 coins de la Chine et à l'étranger. Cette migration à grande échelle, la plus importante au monde, qui a lieu tous les ans, constituait le pire moment pour la flambée d'un virus. Ying Wang, une habitante de Melbourne en Australie, s'apprête à se rendre à Wuhan avec son mari et ses 2 enfants lorsqu'elle entend parler de l'épidémie. C'était quelques jours après les vacances de Noël à Melbourne. Mon cousin de Wuhan m'a envoyé une vidéo qui expliquait qu'il y avait un cas suspect de pneumonie de type SRAS. J'ai demandé à mon cousin si je devais annuler mon voyage. Nous avons attendu la première semaine de janvier et c'est là qu'est tombée l'annonce officielle des autorités locales de Wuhan qui disait que la maladie était sous contrôle. Ça m'a soulagée. Alors nous sommes partis. Ying Wang et sa famille arrivent à Wuhan le 9 janvier. Le même jour, un homme de 61 ans qui avait fréquenté le marché de poissons est le premier patient à décéder du coronavirus. Son décès est gardé secret pendant 2 jours. Au moment le plus crucial de la propagation de la maladie, début janvier, des rassemblements politiques annuels se tenaient à Wuhan et à Hubei. Le premier décès, survenu le 9 janvier, n'a donc été annoncé que le 11 janvier. À partir du 11 janvier, les informations sur les décès et sur les cas confirmés se raréfient. Les chiffres n'ont plus bougé. Pour moi, les autorités locales ont camouflé la vérité au public pour des motifs politiques. Le 22 janvier, le gouvernement admet enfin la gravité de la situation lors d'une conférence de presse à Pékin. Le virus risque de muter et l'épidémie pourrait se propager. C'est la période des grands déplacements à l'occasion de la fête du printemps,
Les Chinois se déplacent en masse, ce qui aggrave le risque de transmission épidémique et la possibilité de prévenir et de maîtriser l'épidémie. Il ne faut pas prendre cela à la légère et rester extrêmement vigilant. 9 personnes sont mortes et 440 ont contracté un coronavirus mystérieux, tandis que la Chine s'efforce d'en arrêter la propagation en plein chassé-croisé à l'occasion du Nouvel An. C'est le 22 janvier que tout a basculé. C'était un mercredi. Les mauvaises nouvelles ont commencé à tomber. Il y a eu d'abord l'annonce officielle des autorités chinoises indiquant que c'était pire que prévu. Et puis tout à coup, le lendemain, le 23 janvier, je me suis réveillée tard, vers 10 heures. Et c'est là que mon père m'a dit « On ne peut plus sortir. On ne peut plus sortir de l'appartement. » Un rebondissement spectaculaire s'est produit ce matin dans la ville chinoise de Wuhan, qui est l'épicentre d'un nouveau virus mortel. Tous les transports publics, bus, trains, bateaux et l'aéroport sont à l'arrêt, les autorités tentant d'enrayer la propagation du coronavirus. Quand les autorités ont pris la décision de confiner toute la province de Hubei, c'est comme si on confinait toute la population de la Grande-Bretagne et qu'on lui dise qu'elle ne peut pas quitter le pays. C'est à ce moment-là qu'on a compris que l'heure était grave. Lorsque la population de Wuhan a été confinée, le 23 janvier, sauf erreur, puis que les mesures ont touché les vols et l'ensemble de la Chine, c'était une première dans l'histoire de la médecine moderne. On ne l'avait encore jamais expérimenté. On sait que le confinement peut fonctionner, mais ça n'avait jamais été décrété à si grande échelle. Le jour où j'ai appris que Wuhan était frappé de mesures de confinement, j'étais sonnée. Je me suis tout de suite inquiétée à propos de l'approvisionnement en nourriture. Toute affaire cessante, je me suis mise à envoyer des textos à tout le monde pour savoir si cette nouvelle était officielle. Cette annonce était-elle vraie? Fin janvier, les hôpitaux de Wuhan tentent de faire face. Le personnel médical est soumis à une pression intolérable. Le nombre de patients explose. On entame alors la construction de 2 nouveaux hôpitaux, dont l'un est censé ouvrir dans un délai d'un peu plus d'1 semaine. Même si les autorités chinoises ont effectivement verrouillé plusieurs villes, l'OMS affirme que ce n'est pas encore une urgence de santé publique de portée internationale. Bien évidemment, pendant tout le mois de janvier, le monde entier, inquiet, avait les yeux rivés sur la propagation de l'épidémie. De nombreux experts étaient préoccupés et estimaient qu'il aurait fallu décréter beaucoup plus tôt l'urgence de santé publique au niveau international. Les gens faisaient le lien avec Ebola et craignaient des retards qui pourraient coûter très cher en termes de vie humaine. Un premier cas de coronavirus sur sol australien est confirmé à Victoria, tandis que la Nouvelle-Galles du Sud annonce 2 cas probables.
À la minute où le premier cas a été diagnostiqué en Australie, nous avons compris à quel point c'était lourd de conséquences et nous avons décidé de cultiver le virus. Un pas décisif est franchi. Des scientifiques australiens sont les premiers, en dehors de la Chine, à isoler le virus en laboratoire. Il grandit incontestablement. Il a commencé à 30, il est donc 1000 fois plus gros. Superbe, Alors oui, il pousse, on y est. fantastique. Les scientifiques de l'Institut australien pour la recherche scientifique se mettent à cultiver le virus dans leur laboratoire de haute sécurité, réservé aux agents pathogènes les plus dangereux. Nous ne connaissons pas la dangerosité du virus. Nous savons qu'il tue, mais nous ignorons combien, et nous ne savons pas exactement comment il tue. Alors à l'heure actuelle, nous prenons les plus grandes précautions. Notre personnel ne peut généralement pas travailler plus de 4 heures de suite dans ces tenues et dans ces conditions, parce que c'est très stressant de penser qu'on travaille avec des agents aussi volatiles. Pour l'instant, en gros, nous cultivons le virus pour en produire davantage, afin de mieux en comprendre les caractéristiques et de savoir comment il se comporte en laboratoire afin de pouvoir suivre la progression de la maladie. Nous allons ensuite injecter le virus aux animaux de laboratoire, en l'occurrence des furets, car leur système respiratoire est très semblable à celui des humains. L'objectif, c'est de comprendre comment l'infection progresse et comment elle se comporte. C'est très important de le savoir, car si on ne comprend pas comment l'infection progresse, on ne peut pas comprendre comment fonctionnent les vaccins. En Chine, le nombre d'infections explose et suscite sur les réseaux sociaux un rare accès de colère contre les autorités. Je pose la question. Y a-t-il un autre putain de pays aussi nul sur cette planète? Y a-t-il un autre pays sur cette planète, un autre gouvernement qui déconne à ce point-là? Wuhan est un putain d'enfer en ce moment. Voir des gens tomber raides morts, toutes ces scènes, toutes ces tragédies. C'est aujourd'hui le premier jour de la nouvelle année lunaire. Ça aurait dû être une période heureuse. Est-ce que la population de Wuhan ou la population chinoise est heureuse en ce moment? On peut dire que les 900 millions de Chinois qui possèdent un téléphone portable sont très insatisfaits de la gestion de la pneumonie à Wuhan au cours du mois écoulé. D'après ce que j'ai pu constater moi-même, ce degré d'insatisfaction est sans précédent depuis 8 ans. Ils sont extrêmement insatisfaits de l'inefficacité des autorités locales de Wuhan face à cette épidémie et à la situation difficile dans laquelle se retrouve la population, confrontée au confinement, à la paralysie des établissements médicaux sur place et aux risques énormes auxquels elle est exposée. Tandis que les autorités essayent désespérément d'enrayer la propagation du virus, Wuhan se retrouve concrètement coupé du reste de la Chine. Nous avons décidé de nous rendre dans la province de Hubei, au cœur de la zone sinistrée par le virus, pour voir de nos propres yeux. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions de la province de Hubei, les barrages routiers devenaient plus stricts, paraissant sortir tout droit d'un film post-apocalyptique. La police obligeait toutes les voitures à s'arrêter sur le bas-côté. La frontière est là-bas.
La police nous a dit qu'on peut entrer, mais qu'on ne pourra plus sortir. Nous avons traversé plusieurs villes fantômes, rues désertes, magasins fermés, rideaux baissés, et tout ça pendant la fête du printemps. D'habitude, c'est une période de feux d'artifice. Les familles et les amis se retrouvent autour d'un repas pour faire la fête, être heureux. Et au lieu de tout ça, c'était ville morte et à vrai dire, c'était plutôt sinistre. L'épidémie de coronavirus en Chine vient enfin d'être déclarée urgence de santé mondiale suite à l'explosion du nombre de cas d'infection au cours de la semaine écoulée. On dénombre près de 8000 cas répartis dans 18 pays. Je suis de retour à la maison, je vous présente ces images depuis chez moi. En effet, après mon retour de la province de Hubei, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, on m'a ordonné de rester en quarantaine et d'éviter tout contact avec d'autres personnes pendant plusieurs semaines. Pékin est une ville morte. Il suffit de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Il n'y a pas un chat dans les rues. Mes amis ici ne veulent pas sortir parce qu'ils ont peur d'attraper le coronavirus. Et c'est pareil dans tout le pays, dans toutes les mégapoles chinoises. Le gouvernement prend des mesures draconiennes pour endiguer le coronavirus. Les ressortissants étrangers en provenance de Chine ont désormais l'interdiction d'entrer dans le pays. Pour pouvoir maîtriser la maladie, il faut continuer d'appliquer ces mesures tant que ce sera possible. Il y a tellement de conséquences économiques majeures à cette interdiction de voyager qu'à un moment donné, il va bien falloir prendre la décision de lever l'interdiction. Mais tant qu'on peut la maintenir, ce sera bénéfique pour tenter de maîtriser la maladie. Des millions de personnes comme Ying Wang restent piégées dans la province de Hubei. Voici la vue depuis la fenêtre. Il fait très beau aujourd'hui. Mais nous n'allons pas sortir. Et voici notre jardin au 6e étage. C'est vraiment dommage que nous soyons enfermés à la maison. Ça aurait pu être une belle journée en plein air. J'aimerais vraiment obtenir une réponse plus claire de la part de n'importe qui, en fait. Que ce soit de l'OMS ou des autorités locales. Quelle est la gravité de la situation? Je me pose encore la question. À quel point cette pandémie est-elle grave? Tous les jours, nous surveillons les chiffres. Le nombre de personnes infectées, le nombre de décès, il continue d'augmenter. J'ai besoin qu'on me dise. J'ai l'impression que c'est la fin du monde. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 6 février, au beau milieu d'une ville fantôme. 1,3 million de personnes se cachent. Il pleut, c'est un jour pourri. Nous en sommes à quoi? 545 morts aujourd'hui. Environ 16 800 personnes sont hospitalisées dans mon district. On attend que le ministère des Affaires étrangères nous dise quand on va pouvoir sortir d'ici. Tim McLean, un ressortissant australien, est bloqué dans la banlieue de Wuhan. Il tente d'obtenir un visa pour sa compagne chinoise afin qu'ils puissent tous deux rentrer en Australie. Le ministère des Affaires étrangères vient de me contacter. Je viens de raccrocher. Il vient de me confirmer et de m'informer que ma partenaire, Xu Xiang, ne figure pas sur la liste des passagers en partance et m'a demandé si je voulais tout de même partir. Je leur ai dit que je ne partirais pas sans elle.
C'est sinistre ici, vraiment sinistre. Les gens font maintenant la queue devant les hôpitaux. On n'a pas le droit de s'en approcher. Il y a des gens qui s'effondrent littéralement sur le trottoir. Je vois à quel point ça va mal. Je n'attends qu'une chose, partir d'ici. C'est affreux. Les voilà en train de pulvériser juste devant chez nous. Ils le font régulièrement dans toute la ville. Les autorités municipales font pulvériser du désinfectant devant toutes les portes. J'imagine que c'est pour empêcher toute contamination depuis les égouts. Je ferais mieux de rentrer et de fermer la porte. J'ai vu du personnel médical à 2 portes d'ici, à 20 mètres de chez moi, emmener une dame infectée. Ils ont aussi emmené son fils. Le fils est rentré à la maison 24 heures plus tard. Il allait bien. Nous n'avons plus vu cette dame ni eu de ses nouvelles depuis. Les gens s'inquiètent pour les droits humains des personnes infectées placées en quarantaine et confinées, du contexte de la quarantaine, etc. Car cela se fait à très grande échelle en Chine et dans d'autres pays. Pour ce qui est de maîtriser la maladie et en dehors de toute autre considération, cela fonctionne. Des vidéos apparaissent sur les réseaux sociaux. On y voit les autorités recourir à des mesures de plus en plus autoritaires. Aux 4 coins de la Chine, des habitants publient sur le net des images où l'on voit les autorités souder les portes de certains immeubles d'habitation pour que les gens ne puissent pas sortir. J'ai très peur d'attraper ce virus. Je vis à moins de 100 mètres de l'un des hôpitaux qui est complet. J'ai vu des gens entrer dans cet hôpital. J'ai vu des gens en sortir sur des civières. C'est littéralement en face de ma porte d'entrée. Alors je suis inquiet. Les hôpitaux ici sont pleins. Nous sommes à court de fournitures médicales. Nous n'avons plus d'équipement de protection personnelle. Alors les médecins sont tous partis dans de plus grands hôpitaux. Ils envoient nos malades et ceux qui sont en piteux état à Wuhan. Les hôpitaux de Wuhan sont aussi pleins maintenant. Début février, le virus est présent dans 25 pays, avec 216 cas en dehors de la Chine. Il y a fort à parier que ce sont des personnes infectées qui transportent le virus à l'extérieur de la Chine. Ces personnes en sont peut-être au tout début de l'infection et elles ne montrent peut-être guère de signes cliniques. C'est pour ça qu'elles peuvent tranquillement prendre l'avion et propager le virus en toute innocence. On estime que seuls 10% au moins de tous les cas d'infection en Chine ont été détectés. On estime que jusqu'à 50 000 nouvelles infections se produisent tous les jours en Chine, un chiffre bien supérieur aux chiffres officiels.
Près de 4000 passagers viennent de passer leurs premières 24 heures de quarantaine officielle à bord d'un paquebot de croisière au large des côtes japonaises. Ils vont rester à l'isolement à bord pendant 2 semaines. Quelques passagers commencent à angoisser car leurs médicaments essentiels commencent à manquer. Nous savons que les bateaux de croisière sont très exposés aux risques d'épidémie. C'est un fait établi que les bateaux de croisière sont frappés par des flambées de grippe, norovirus, gastro-entérite, etc. Ce sont des populations limitées et confinées dans un espace très restreint si on le compare à un pays, et la transmission est plus virulente en cas d'épidémie. L'homme qui avait été le premier à lancer l'alerte au sujet de l'épidémie est décédé du coronavirus. En Chine, la censure met les bouchées doubles pour maîtriser le déferlement de colère et de douleur après l'annonce du décès du médecin qui avait tiré la sonnette d'alarme. Li Wenliang est décédé après avoir contracté le virus dans un hôpital de Wuhan 5 semaines après avoir été sanctionné par les autorités pour avoir averti les autres de l'existence d'un dangereux nouveau virus. Il y a eu une avalanche de réactions de douleur, de colère, de frustration sur les réseaux sociaux chinois. Et pas seulement de la part des internautes, mais aussi de la Cour suprême chinoise, qui a publié une déclaration pour dire que ces médecins étaient des héros et qu'on aurait dû les laisser faire leur travail. Les intellectuels du parti et le public se sont tous deux rendus compte que le docteur Li représentait la conscience de la Chine. On l'a dès le début empêché de dire la vérité. Il aurait pu sauver la vie de dizaines de milliers de personnes. Mais tout cela a été dissimulé parce que les autorités ont éliminé la liberté d'expression. Je pense que le public, en lui rendant hommage, a fait part au gouvernement de son mécontentement. Le nombre de décès a franchi un palier important. Il a dépassé le nombre de décès dus au SRAS. Après avoir brillé par son absence, le président Xi Jinping fait une apparition dans les médias officiels pour réaffirmer son autorité. Xi Jinping a perdu le contrôle de la situation et il veut le reprendre. Si ça continue, s'ils ne parviennent pas à surmonter cette crise, cela pourrait vraiment porter atteinte à son image, même auprès de l'homme de la rue en Chine, ce qui pourrait avoir de graves répercussions, car dans 2 ou 3 ans, lorsque son mandat devra être renouvelé, ses ennemis pourraient bien utiliser cette crise contre lui. Le public a fait part de son mécontentement directement à Xi Jinping en personne, au sujet de son style de gouvernance. Ce qui, à mon sens, est la plus grave menace pour Xi Jinping, car le fondement même de son pouvoir repose essentiellement sur le populisme. Or, s'il perd cette assise populiste, cela va nécessairement le déstabiliser au sein du parti. Les Australiens qui restent piégés à l'épicentre du coronavirus en Chine s'apprêtent ce soir à tenter pour la 2e fois d'être évacués par avion.
Il y a de la place pour ma partenaire Chuang et moi sur le prochain vol qui quittera Wuhan, apparemment ce soir à minuit. Nous avons 3 ou 4 heures pour nous rendre à l'aéroport. On nous a envoyé tous nos laissez-passer pour pouvoir franchir les postes de contrôle. Tout est confirmé. Nous avons tout reçu par courriel. Nous avons reçu le feu vert. Alors nous partons, nous rentrons à la maison. J'ai hâte. Je suis hyper enthousiaste. C'est notre dernier jour à Wuhan. Le temps est passé lentement ces 2 dernières semaines. Nous avons été confinés à domicile pendant plus de 2 semaines. Demain, nous allons sortir pour nous rendre à l'aéroport et rentrer en Australie. Je n'arrive toujours pas à le croire. Nous arrivons au péage de l'aéroport. Apparemment, nous allons franchir un poste de contrôle. Il est 2h30 du matin. Les enfants ne dorment pas, je suis épuisée. Nous attendons toujours. La moitié des passagers attend toujours de passer la sécurité et le contrôle des passeports. Beaucoup de paperasse, de dépistage, de questions. C'est vraiment très stressant. Partons d'ici. Oui, on part, on rentre à la maison. Tim McLean n'est pas à bord. À cause des restrictions liées à la quarantaine, il n'a pas trouvé de moyen de transport pour se rendre à l'aéroport. Je suis absolument pétrifié. Il y a plus de 1300 morts ici. La police frappe aux portes pour prendre votre température. Si vous avez de la fièvre, ils vous traînent dehors. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez pas le choix. Ils vous emmènent avec d'autres gens malades. Nous ne sommes pas juste en quarantaine. C'est bien pire que ça. Je ne sais même pas comment appeler ça. C'est plutôt terrifiant de savoir que quelqu'un peut frapper à votre porte et vous traîner dehors sans aucun motif, juste parce que vous avez de la fièvre. Au moment où je vous parle, nous ignorons quel est le véritable taux de mortalité de ce nouveau coronavirus. On l'estime à environ 2%. Si le taux de mortalité est de 2%, de 1% ou même de 0,5% et que 300 millions de personnes sont infectées, ça pourrait faire beaucoup de morts. Si on se souvient de la grippe espagnole, un grand nombre de personnes sont décédées, pourtant le taux de mortalité était de moins de 1%, mais il y avait énormément de personnes infectées. L'Organisation mondiale de la santé avertit ce matin que le coronavirus pourrait représenter une plus grande menace internationale que le terrorisme. Un virus peut avoir des conséquences plus graves que n'importe quel acte terroriste. C'est la vérité. Et si le monde refuse de se réveiller et de considérer ce virus comme l'ennemi public numéro 1, ça voudra dire que nous n'avons rien appris.
On ignore comment cette épidémie va évoluer, ou combien de personnes vont être infectées ou vont mourir de cette maladie. On ne sait pas encore exactement comment le virus évolue. On ignore combien de personnes ont été infectées sans qu'on le sache. Et on ignore combien il y a de personnes dont on pense qu'elles meurent d'une autre maladie. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire de prévisions ou à modéliser la propagation de cette maladie. Le pire scénario, c'est que nous n'arrivions pas à maîtriser le virus, qu'il continue à se transmettre d'humain à humain partout dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la fenêtre de tir pour maîtriser l'épidémie de coronavirus est en train de se refermer. Cette déclaration est tombée alors que les préoccupations vont croissantes en Corée du Sud et au Moyen-Orient au sujet du nombre de cas. De nouveaux cas ont été confirmés parmi des Australiens évacués d'un bateau de croisière au Japon. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Nous n'avons aucune idée du temps qu'il nous reste à passer ici. On ne nous a rien dit. Mes voisins d'à côté sont malades. Mes voisins du dessus sont malades. Mes voisins d'en face sont malades. Certains ont leurs portes cadenassées pour que personne ne puisse entrer en contact avec eux parce qu'ils sont malades. Je me cache d'un virus invisible et d'un gouvernement avec lequel il vaut mieux ne pas plaisanter. Nicolas Zuffray, bonsoir. Vous êtes sinologue, vous êtes professeur à l'Université de Genève. Vous suivez les réseaux sociaux avec vos étudiants en particulier. Alors, quel est l'état d'esprit des Chinois actuellement? Est-ce que c'est plutôt la colère, c'est la panique? Alors, ça dépend. Il y a beaucoup de Chinois qui sont encore tout à fait séduits par la façon dont le gouvernement chinois gère la crise. Il y a beaucoup de propagande. La propagande, elle est très, 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 très lourde. Et y compris dans la province du Hubei, le gouvernement bénéficie encore d'un certain nombre de soutiens. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même aussi des voix discordantes, en particulier sur Internet. Et puis dans la province du Hubei, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de frustration. Pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'une partie du problème découle tout simplement du fait que le gouvernement a mis beaucoup de temps à réagir. Il y a eu 2-3 semaines de perdu et c'était des semaines cruciales. Une bonne partie du problème résulte tout simplement de cela. Il y a un autre problème, c'est que le documentaire le montre bien, il y a quand même beaucoup de gabegies, les hôpitaux sont dépassés, il y a des corps dans la rue, tout ça, ça ne donne pas une très très bonne image non plus d'un gouvernement qui a toujours attaché beaucoup d'importance à l'organisation sociale, etc. Et puis un troisième aspect qui apparaît aussi un peu dans le reportage, c'est la brutalité avec laquelle cette politique elle est mise en place, puisque vous avez des gens qui sont arrachés de chez eux sans aucune possibilité de réagir, de prendre même un petit peu de matériel avec eux. Ce que le reportage ne dit pas, c'est qu'il y a aussi des cas d'hôpitaux qui traitaient par exemple des cancéreux en fin de vie ou qui faisaient des chimiothérapies, qui ont été vidés, tout simplement pour laisser la place aux patients atteints du coronavirus. Et donc il y a des gens qui se sont retrouvés chez eux en fin de vie, dans des souffrances atroces, sans aucun soin. Donc tout ça, évidemment, ça circule quand même un petit peu sur les réseaux sociaux et ça ne donne pas une très très bonne image du pouvoir. Alors on voit dans ce reportage que la colonne vertébrale de ce film est constituée de vidéos tournées par des activistes chinois qui ont fait sortir ces vidéos sur les réseaux sociaux. Que sait-on de ces activistes et que risquent-ils ? Alors, je pense que la plupart des vidéos qui sont dans le film, ce n'est pas forcément des activistes. C'est peut-être plutôt des simples citoyens qui filment depuis leur fenêtre ou bien qui filment quand ils sont dans la rue. Ces gens-là, ils courent un risque. En particulier, le gouvernement, il a tendance à fermer les comptes des personnes qui ne se montrent pas suffisamment optimistes quant à la situation, etc. Il y a des activistes, en particulier des journalistes indépendants qui essayent de travailler, qui essayent de faire des reportages. Et pour eux, les dangers sont plus grands. Il y en a qui ont disparu tout simplement de la circulation. Et là, je ne parle même pas de grandes figures d'intellectuels qui
sont presque des dissidents, on va dire. Il y a un professeur de l'université de Tsinghua qui a protesté, ça a circulé, il a disparu aussi un petit peu de la circulation. Il y a un activiste des droits de l'homme dans le sud de la Chine qui a aussi demandé tout simplement à Xi Jinping de laisser la place. Et lui a aussi disparu de la circulation. Donc pour ces gens-là, c'est évidemment beaucoup plus dangereux. Alors on voit que certains d'entre eux maintenant ont une voix internationale. On peut les trouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à travers le monde. Ils sont même assez sophistiqués. Certaines de ces vidéos ont été censurées, puis ont réapparu sur le net. Est-ce que c'est le début d'un courant de contestation ? C'est pas forcément quelque chose de nouveau. Ça fait des années et des années que vous avez à l'étranger, en particulier aux États-Unis, des sites qui essayent de capturer des pages d'écran, de garder des contenus sensibles, juste avant que le gouvernement les censure. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a une sorte de veille de ce point de vue-là qui n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur de la crise et puis donc l'ampleur des réactions. Aussi le fait que pendant une petite fenêtre, le gouvernement a un petit peu laissé sortir les choses, s'exprimer la critique. Je ne pense pas qu'on puisse pas parler d'opposition vraiment très organisée de ce point de vue-là. On lit ici et là que cette crise du coronavirus pourrait ébranler le pouvoir chinois, pourrait le déstabiliser, en particulier pour son inhumanité, pour sa répression à l'égard des populations chinoises. Alors, le gouvernement chinois menacé, qu'en pensez-vous ? Je dirais, le régime me paraît quand même très solide. Il a un bras, enfin, il y a des techniques de contrôle qui sont extrêmement sophistiquées. Le Parti communiste a encore 90 millions de membres, hein, c'est énorme. Le régime en a vu d'autres. En revanche, ça pourrait être un peu plus problématique pour le président chinois, pour Xi Jinping, qui a beaucoup quand même misé sur son action pour asseoir sa légitimité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sommet de l'appareil d'État, il y a quand même des factions. Ces factions étaient un petit peu sous l'été noir. Là, elles pourraient ressortir. Dans 1 ou 2 ans, il y aura la question du 3e mandat de Xi Jinping qui va se poser. Et ce n'est pas impossible qu'à ce moment-là, il y ait des demandes pour des changements. Ça pourrait apparaître. Donc je verrais peut-être plus une évolution au sommet plutôt que quelque chose qui vienne de la base, de la population, qui, comme je l'ai dit, n'est pas tellement organisée. Nicolas Giuffret, je vous remercie. Merci à vous. Voilà, cette émission est terminée. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine et à bientôt. Près de 900 personnes sont condamnées chaque année en Suisse pour avoir aidé un migrant en situation irrégulière. Cela s'appelle le délit de solidarité. Berne considère en effet, de la même manière, les personnes qui agissent pour des motifs humanitaires en faveur d'étrangers sans papier et les passeurs professionnels exploitant la misère humaine. Les condamnations ont doublé, mais n'ont pas freiné le business des passeurs.